L'âge du verre. J'aime bien parler d'un âge du verre comme on parle de l'âge de la pierre taillée ou l'âge du bronze, parce que le verre, qui est un matériau invisible et donc par là même auquel on fait peu attention, a considérablement influencé l'art occidental, la pensée également, et finalement à peu près tous les aspects de notre civilisation. Si on prend par exemple ce tableau de Hopper, tableau très célèbre, on s'aperçoit que le verre est très important dans l'image. Il est très important parce qu'il y a la vitrine, parce qu'il y a des fenêtres, parce qu'il y a des lumières. Mais si on va un peu plus loin, je ne vous verrai pas ou mal si on m'enlevait mes lunettes qui sont en verre. Cette conférence n'aurait pas lieu parce que la caméra utilise du verre, l'éclairage qui permet cette conférence également. Le verre est omniprésent dans notre monde. D'une manière dont on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que si on prend des mots comme par exemple j'ai réfléchi à ce problème, eh bien la réflexion, c'est un terme qui vient de l'optique et pas de la philosophie. Si vous dites que, ce que j'espère, cet exposé est lumineux, transparent, etc., vous reviendrez également à des notions qui touchent au verre. Le verre nous a complètement fabriqué, d'une certaine façon, en Occident. Parce que, curieusement, il n'a pas eu les mêmes développements, ou pas eu de développement du tout, sur le reste de la planète. Alors, j'aimerais voir comment est-ce que tout ça a commencé. Si on prend les débuts du verre, en Égypte, en Mésopotamie, pendant des siècles, en fait, pendant la plus longue partie de son histoire, le verre était purement et simplement ornemental. C'était un matériau de luxe, très précieux, très cher à fabriquer. Vous voyez que si on en a mis, par exemple, ce ne sont pas des lapis-lazuli, dans le masque en or de Toutankhamon, c'est pas par souci d'économie, c'est au contraire parce que le verre était plus précieux que le lapis-lazuli. Pendant donc des siècles, des millénaires, le verre n'a pas rempli d'autres rôles. Et puis, à l'époque hellénistique, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, quelqu'un, quelque part au Moyen-Orient, a inventé le verre soufflé. Et là, il y a eu une véritable révolution, parce que ce matériau qu'on moulait jusqu'à présent, qui était compliqué d'usage, qui était teinté, parce que le verre naturel, il est bleu ou vert, mais il n'est pas transparent, à la suite de diverses inventions techniques, technologiques, probablement faites par hasard, et en tout cas par des inventeurs anonymes, on est arrivé, à produire du verre transparent, et deux, surtout à le souffler, c'est-à-dire à pouvoir lui donner d'abord une finesse extraordinaire et des formes extrêmement variées. Cette invention du soufflage a révolutionné un petit peu l'usage qu'on pouvait en faire. À Rome, par exemple, on pouvait fabriquer de délicieux et délicats, ravissants gobelets. On pouvait faire quelque chose comme cette coupe Ligurge qui est au British Museum, qui est une sorte de chef-d'œuvre en soi, puisqu'elle est rouge lorsqu'on l'éclaire de face et verte lorsqu'on l'éclaire de dos. Des prouesses technologiques incroyables. Mais également, et c'est peut-être tout aussi important, à Pompéi, par exemple, on a retrouvé des vitres aux fenêtres. La vitre aux fenêtres, c'est une révolution, parce que faire du verre en plaque, c'est-à-dire en fait on faisait des rouleaux qu'on déroulait, ou bien on le coulait directement en plaque, ça permet d'avoir un rapport entre l'intérieur et l'extérieur tout à fait différent. Partout ailleurs, que ce soit en Chine, au Japon, en Inde, dans toutes les grandes civilisations, mais également naturellement dans les deux Amériques précolombiennes ou en Afrique, toutes ces choses étaient totalement inconnues. Le verre est apparu quelque part dans le bassin méditerranéen, ou en tout cas entre la Méditerranée et l'Euphrate, mais son véritable développement, il s'est fait en Occident. L'intrusion de ce verre
naturellement à modifier également la façon de représenter les choses. Si on regarde ces deux fresques de Pompéi, on y voit des ustensiles en verre, mais ce qu'il y a d'impressionnant, de très moderne finalement, c'est que ces verres ont des reflets, ont des transparences, ont des ombres, et que d'une certaine façon, on se rapproche de cet art à l'occidental qui consiste à capter la réalité de la façon la plus exacte possible. C'est ce qu'on a appelé le réalisme illusionniste. Pourquoi réalisme illusionniste ? Alors, revenons aux origines. Le réalisme illusionniste commence en Grèce. La Grèce, c'est la mère véritable de notre civilisation. On parle d'une civilisation judéo-chrétienne. Je ne vois pas trop ce que le judéo fait dans l'histoire, parce que nous sommes véritablement une civilisation hellénico-chrétienne. En Grèce, on s'est aperçu que pour représenter la réalité, et on avait ce besoin, cette envie particulière de représenter la réalité, il fallait des trucages. Alors, je vous donne l'exemple du Parthénon, par exemple. Le Parthénon, c'est une merveille architecturale qui, il faut le rappeler, est restée intacte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où les Vénitiens, dans la reconquête de la Grèce, le fassent sauter, mais il était totalement intact. C'était un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture qui est parvenu à franchir tous les siècles. Le Parthénon a l'air d'une perfection géométrique évidente. Et pourtant, cette perfection géométrique se fait au prix de tricherie. C'est-à-dire que les deux colonnes des extrémités n'ont pas exactement la même taille que les autres, parce que si elles avaient la même taille, elles auraient l'air plus maigres. Elles sont toutes légèrement renflées à un tiers de la hauteur, parce que si elles n'étaient pas renflées, elles auraient l'air d'être un petit peu creuses. L'entablement, qui est la base, si vous voulez, les premières marches, mais de même la ligne du fronton, sont également légèrement incurvées pour rectifier les illusions optiques qu'on aurait sinon. Cette ressemblance, en Grèce, ça s'appelle la mimésis. La mimésis, on l'a qualifiée de fantastique, et c'est ça qu'on entend aujourd'hui par quelque chose d'illusionniste, par un réalisme illusionniste. C'est-à-dire qu'on connaît des histoires célèbres. Lorsqu'un sculpteur, il y avait eu un jour un concours pour une statue d'Athéna, on demanda à tous les sculpteurs de présenter un projet, c'était un appel d'offres. Eh bien, l'un d'eux, qu'on attendait comme c'était le plus célèbre, donc on attendait qu'il fasse le projet le plus épatant. Lorsqu'il a dévoilé son œuvre, tout le monde a dit « mais c'est horrible, mais qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est pas possible, etc. » Et à ce moment-là, le sculpteur a répondu « oui, mais ma sculpture, vous m'aviez dit qu'elle devait être sur un socle à 10 mètres de haut. Mettez-la sur un socle à 10 mètres de haut, et vous verrez que toutes ces proportions seront retrouvées. » Parce qu'effectivement, le regard du spectateur, si c'est le point d'ancrage d'une œuvre, modifie la façon dont cette œuvre doit être fabriquée. Les œuvres grecques tiennent compte, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, peut-être même un peu avant, mais ça s'affirme au siècle de Périclès, elles tiennent compte de l'œil du spectateur. C'est la grande différence avec l'Égypte, qui est peut-être l'ancêtre dans la filiation artistique de la Grèce. Mais en Égypte, les œuvres sont faites pour les dieux, elles ne sont pas faites pour les hommes, elles ne vous regardent pas dans les yeux, elles n'essayent pas d'attraper votre attention, et c'est une autre vision. Cette mimésis fantastique donc, qui s'est mise en place en Grèce, disons pour faire simple, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en fait, elle a traversé les siècles et elle a conditionné tout le regard européen. Si on compare, alors j'ai choisi deux œuvres pour leur similitude de sujet, ça représente à peu près la même chose, une jeune femme ravissante, et leur époque, il y a 3 ans d'écart entre ces deux tableaux. Mais l'un est occidental et l'autre est japonais. Entre la peinture de David et l'estampe d'Utamaro, il y a une différence fondamentale, c'est que Utamaro
se sert d'un papier, c'est-à-dire d'une surface en 2 dimensions, qui traite comme 2 dimensions, et le peintre français David, dans notre grande tradition esthétique, se sert d'une surface en 2 dimensions comme si elle avait 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il veut donner l'illusion du relief là où il n'y en a pas. Et donc mettre des ombres, mettre des lumières, avoir des creux, des déliés, des dégradés, qui donnent cette impression de véracité, chose qui n'existe pas ailleurs que dans l'art occidental. Prenons le problème de la perspective. Les 2 sujets ne sont pas exactement pareils, mais d'une certaine façon, oui. Là, il y a une pièce d'eau gelée chez Bruegel sur laquelle il y a des patineurs. De l'autre côté, dans cette tombe égyptienne, on a retrouvé cette fresque où il y a une pièce d'eau relativement similaire. Dans la pièce d'eau égyptienne, je peux savoir exactement quels sont les arbres qui l'entourent, qu'il y a donc des poissons et des trucs, des choses diverses qui traînent dans l'eau, et d'une certaine façon aussi, connaître les proportions exactes de cette pièce d'eau. Elle est rectangulaire, indiscutablement, et je peux mesurer les 2. Dans la pièce d'eau de Bruegel, comme Bruegel est un peintre donc du réalisme illusionniste, comme tous les artistes occidentaux, je suis incapable de dire si cette pièce d'eau est carrée ou rectangulaire, parce que la perspective, admirablement employée par le peintre, m'en empêche. Si vous regardez cette miniature persane où il y a des joueurs d'échecs, eh ben, non seulement je vois bien que c'est un jeu d'échecs, mais en plus je peux voir la position des pièces et savoir quel coup ils sont en train de jouer. Imaginez que ce même plateau d'échecs était représenté en perspective, certaines pièces m'en masqueraient d'autres, les bras des joueurs probablement masqueraient une partie du plateau, je n'aurais pas cette lisibilité. De même, dans cette peinture très célèbre japonaise, là il y a encore une autre forme de perspective dans laquelle on a supprimé le toit des bâtiments, ce qui fait que je peux voir à l'intérieur de cette maison, ce qui est très pratique, et de même le jardin, lui, est représenté sur un plan différent, puisque les arbres nous font face alors que l'œil est au-dessus de la maison, dans la partie de gauche. La perspective de type égyptienne, disons, qui consiste à mettre tout à plat, qui est extrêmement lisible. Elle a un intérêt de lisibilité et de clarté évident, même si on peut la juger moins esthétique, est une perspective qu'on retrouve à peu près partout. C'est-à-dire qu'en dehors de l'Europe, personne ne s'est intéressé aux lois de l'optique et d'essayer de retrouver la vérité, la véracité des choses, d'en rendre l'illusion dans la manière de traiter un paysage, par exemple, ou une pièce. La perspective, elle a toujours été recherchée en Occident, elle l'est déjà en Grèce, elle l'est encore à Rome, mais d'une manière, instinctive. C'est-à-dire qu'on tâtonne et on essaye de faire ce qui se rapproche le plus d'une réalité possible. Ce n'est qu'au XVe siècle, en Italie, que Brunelleschi, qui était sculpteur et orfèvre et architecte, a mis au point un procédé géométrique très simple, à savoir qu'avec un point de fuite, la position de l'œil, toutes les lignes vont converger vers ce point de fuite et se croiser avec la position de l'œil. J'en ai mis quelques exemples ici. C'est un souci permanent et c'est un souci, là encore, extrêmement bizarre quand on le compare au reste de la planète, qui consiste à lier d'une certaine façon l'art et la science. L'art et la science ne sont pas liés en Chine. La Chine a un passé pictural aussi important que le nôtre, a écrit autant de traités d'esthétique qu'on en a écrit chez nous. En Chine, la peinture est définitivement liée à la calligraphie et à la poésie. Pas aux sciences, c'est une absurdité. En Inde, on a souvent dit qu'elle était liée à la chorégraphie. Les statues hindoues composent un ballet. L'architecture compose une espèce de chorégraphie géante. Lorsque les premiers missionnaires arrivés en Chine au XVe siècle ont proposé à l'empereur des tableaux
occidentaux pensant l'impressionner, les peintres locaux ont été très impressionnés, effectivement, en disant c'est invraisemblable. Tout est mesuré avec une telle perfection. Ces gens-là sont des géomètres hors pair, mais ce ne sont pas des artistes. Celui qui prend des mesures, c'est le tailleur, c'est pas le peintre. Et c'est une différence considérable dans l'approche esthétique. Il n'y a qu'en Occident, finalement, qu'il y a eu un tel rapprochement entre l'art et la science, où on veut que ce soit exact, on veut que ce soit ressemblant, on veut que la mimésis, donc la ressemblance, soit toujours... Et c'est même un critère d'évaluation des œuvres. Alors, la perspective, elle produit des choses formidables, effectivement. Si vous voyez ce Christ en raccourci dans la déploration du Christ de Mantegna, c'est un tour de force pictural remarquable. Sauf que si on regarde comment ça a été fait, enfin, ça ne diminue rien naturellement à la beauté de l'œuvre, on s'aperçoit que les artistes avaient en fait des appareils pour les aider dans ce genre de choses. Ces appareils étaient essentiellement en verre ou impliquaient du verre, par exemple les miroirs, et j'en ai mis quelques-uns, il y a celui de Dürer. Dans celui-ci, par exemple, la chose la plus simple, c'est une plaque de verre et un œilleton, et on décalque les lignes d'un paysage sur la plaque de verre, il n'y a plus qu'à reporter en plus sur la toile. Petit à petit, avec l'amélioration du verre, précisément, on a créé des lentilles. Et lorsqu'on a fait des lentilles, on s'est aperçu qu'on pouvait créer des boîtes extrêmement sophistiquées, qu'on appelle des caméras obscura, et pas très différentes des appareils photo et des appareils de cinéma, grâce auxquels on pouvait dessiner d'une manière encore plus précise, et grâce à l'objectif, avoir une netteté remarquable et projeter ça où on voulait. Par exemple, sur l'illustration de droite, on voit un homme se servir d'une de ces caméras obscura, et en fait, sa feuille de papier, qui peut être simplement une plaque de verre encore, ou du calque, est posée là alors qu'un miroir reflète l'image, et il décalque, encore une fois, simplement les perspectives compliquées. Pendant des siècles, même si aujourd'hui on ne s'en rend pas très bien compte, ces procédés ont été utilisés. Au XVIIe siècle, d'une manière encore plus forte, parce que précisément on avait des objectifs et des lentilles, et si on regarde la célèbre dentelière de Vermeer, on s'aperçoit, en regardant bien, que le premier plan est flou, il y a tous les fils du premier plan sont flous, alors que le fil que tient la dentelière dans sa main est net. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le voir. C'est-à-dire que l'œil, qui est un appareil photographique beaucoup plus compliqué que l'appareil photo, fait le point chaque fois qu'on change. Si je regarde cet ordinateur, je suis au point. Si je regarde la caméra ou les personnes qui sont là, je fais le point. Mais à aucun moment, je ne vois flou. Il n'y a que l'appareil de photo qui met au point quelque part et qui voit ce qui est avant, c'est-à-dire dans un autre champ flou, soit en avant-plan, soit en arrière-plan. Il y a une mise au point qui fait, selon la profondeur de champ, qu'on est plus ou moins net. Or, ce qu'on voit souvent dans les tableaux de Vermeer, c'est que les premiers plans sont flous. Et il ne peut pas y avoir d'autre explication à ce flou qu'il n'a jamais pu voir de ses propres yeux, que le fait qu'il se servait lui aussi de caméra obscura. À Venise, toujours à la même époque, tous les peintres qu'on appelle des vétoudistes, comme Canaletto, les peintres de paysage, se servent également de machines optiques, assez perfectionnées parfois, pour aller plus vite. Naturellement, ils sont tout à fait capables de dessiner ce qu'ils voient, mais ça prend du temps, c'est long, c'est fastidieux. Grâce à ces appareils-là, on va beaucoup plus vite. Et naturellement, tous ces appareils existants, l'invention de la photographie ne pouvait qu'arriver un jour. Et elle ne pouvait pas arriver ailleurs qu'en Occident, parce que tout nous y préparait, notre esthétique, notre volonté de faire réaliste, mais également les techniques et mises au point qu'on avait mises à jour au cours des siècles. Alors,
revenons en arrière, comment est-ce que tout ça a commencé ? Rome est l'héritière traditionnelle de la Grèce. La Rome antique nous a légué une partie de ces techniques, même si certaines ont été un petit peu oubliées au cours du Moyen-Âge, elles n'ont jamais disparu et elles sont revenues. La Rome était probablement dans l'excellence pour ce qui était de la fabrication du verre. J'ai parlé des plaques de verre, j'ai parlé des gobelets, j'ai parlé de toutes sortes de récipients. Il faut penser que même à une époque, on enterre dans des récipients en verre. Les cendres sont mises dans des jarres transparentes et conservées de cette façon. Le verre est omniprésent à Rome, mais il existe aussi dans la mosaïque. La mosaïque de verre est une chose, celle-ci se trouve au Louvre, est une chose très importante parce que le verre permet plus de finesse dans le rendu que la pierre qu'on utilisait auparavant. Cette mosaïque en verre, elle s'est répandue au Moyen-Âge, elle n'a jamais perdu son attrait. À Byzance, notamment, on fait, que ce soit à Ravenne, que ce soit à Venise, on continue à faire de la mosaïque de verre. À Florence, cette mosaïque existe encore. Si vous allez voir le baptistère de Florence, qui est probablement le monument le plus célèbre de la ville, ou en tout cas celui qui servait de leçon pratiquement aux artistes florentins à la Renaissance, tout le plafond, toute la décoration est faite en mosaïque de verre. On faisait venir des mosaïques de verre de Venise, d'ailleurs il y en a eu des Florentins. C'est très important. Ça, c'est pour le sud de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, ce n'est pas la mosaïque qui a prévalu, c'est le vitrail. Le vitrail se développe pas si tôt que ça, vers le Xe, XIe siècle. Ceux d'Augsbourg qu'on a ici, ceux des prophètes, font partie des plus anciens vitraux connus. Ceux de Chartres sont plus tardifs et on voit d'ailleurs les progrès incroyables qui ont été faits. Je parle de progrès techniques. Et l'industrie du verre est devenue quelque chose de très important au Moyen-Âge. Et cette industrie, on peut en voir par exemple la trace de son importance. Si on regarde la Sainte-Chapelle, on a les budgets de la Sainte-Chapelle, l'ensemble du bâtiment, construit par Saint-Louis, l'ensemble du bâtiment, tout le budget de la pierre, des bois, absolument tout, jusqu'à la flèche, des fers, etc., est inférieur à celui des vitraux. On a consacré plus d'argent aux vitraux qu'au reste. Parce que le vitrail, à ce moment-là, non seulement c'est un magnifique matériel pour naturellement l'architecture, mais il se part d'une vertu théologique. On en retrouve la trace dans plein de textes dans lesquels les théologiens se demandent, la question peut faire sourire aujourd'hui, comment est-ce que le rayon de soleil traverse le verre sans le briser ? On n'avait aucune idée de ce que c'était que les ondes des corpuscules, etc. Mais la question était posée. Et quelqu'un fait cette réflexion parallèle, le verre se laisse traverser par la lumière sans être brisé, de même que la Vierge a été traversée par l'Esprit Saint tout en restant vierge. Encore une fois, ça peut faire sourire, mais ça a eu des répercussions considérables. C'est que le verre, pureté totale, est devenu l'emblème même de la divinité, ou en tout cas de celle de Marie, et s'est imposé comme un objet mystique, quasi magique. C'est-à-dire qu'on considérait que dans les cathédrales, il y avait une lumière profane à l'extérieur, mais que cette lumière, en passant par les vitraux sur lesquels était représentée l'histoire de Jésus, de la vie des saints et des martyrs, cette lumière devenait sacrée en entrant. Et le verre donc faisait la délimitation entre l'espace sacré et l'espace profane, et c'était lui finalement qui créait le sacré. Mais le verre, alors là par exemple, assez tard, Donatello, bien après l'époque des cathédrales, des cathédrales gothiques j'entends, Donatello crée pour un de ses amis un moule dans lequel on peut obtenir une image de Marie en verre
image même de la pureté suprême. De même, si on regarde dans toutes les annonciations qui sont peintes à cette époque, on verra toujours dans un coin une burette, un flacon, un liquide rempli d'eau claire, ce flacon transparent que la lumière traverse, c'est précisément l'hymen non rompu de Marie et avec tout ce qui comporte de miraculeux. Mais lorsque on veut représenter au contraire le diable, dans ce tableau de Grunewald, il y a une scène qui est très étonnante, dans le retable d'Isenheim, si vous regardez au-dessus de Saint-Antoine, la furie du diable, j'en ai mis un détail, s'exerce contre le verre. En profanant le verre, le diable manifeste toute sa rage et tout son côté maléfique. Alors, le verre au Moyen-Âge ne s'est pas simplement développé dans les cathédrales, il est devenu aussi, d'une manière peut-être fortuite, peut-être qu'une goutte de verre est tombée un jour sur une plaque de marbre ou de métal, et on s'est aperçu que ça faisait une lentille. C'est l'invention des lunettes. Les lunettes, ce sont deux lentilles qui au départ ne peuvent corriger que la presbytie et que petit à petit on améliorera, qu'on appelle des bésiques, parce qu'elles sont tenues sur le nez dans un simple cadre, comme ici, il n'y a pas de branche encore au départ. Ça modifie quelque chose également dans la vocation du verre. C'est que le verre, qui jusqu'à présent était un instrument de plaisir, d'ornementation, qui a donc acquis une valeur mystique, on s'aperçoit que c'est un instrument scientifique. Lorsque, dans le roman d'Alexandre, qui est un des grands best-sellers du Moyen-Âge, Alexandre va explorer le fond des mers, il s'agit d'un roman naturellement, il le fait dans une bulle en verre. Mais lorsque la médecine commence à se choisir des patrons, etc., l'urinal, c'est un bocal en verre pour examiner les urines, devient le symbole même de la profession qu'on attribue à Saint Cosme et à Damien, et patron des médecins et des chirurgiens, et ça le restera pendant des siècles. On examine à travers le verre transparent ce qui se trouve à l'intérieur, et donc la chimie peut naître. Il ne peut pas y avoir la chimie qui s'est développée dans les pays arabes, elle se développe d'une façon différente à partir de cette époque, grâce au verre, parce qu'on peut voir ce qu'on fait, parce que le verre peut contenir des acides sans dissoudre le contenant, mais également parce qu'il permet de faire des expériences dévisues. On parle toujours aujourd'hui d'expériences in vitro. C'est quelque chose qui est fondamental et qui va permettre aux sciences de se développer. En art, c'est un petit peu la même chose. Saint-Luc était le patron traditionnel des artistes parce que Saint-Luc aurait peint, dit la légende dorée, aurait peint la Vierge de son vivant, avec son consentement. Eh bien, dans cet atelier qui est censé représenter celui de Saint-Luc, l'artiste a rajouté au-dessus de la fenêtre en verre, a rajouté un miroir. Le miroir, petit à petit, va devenir le maître des maîtres. Alors c'est pas moi qui te dis, c'est Alberti, c'est Vasari, mais c'est aussi Léonard de Vinci, c'est Dürer, c'est Michel-Ange. Tous les artistes ont chez eux, dans leur atelier, un ou des miroirs qui leur servent à mieux voir, parce qu'un tableau, lorsqu'on le regarde dans un miroir, n'est pas pareil, que le miroir permet de rectifier son dessin, et que, encore une fois, il s'agit de se mesurer à la ressemblance. Le problème de la mimésis ne s'est jamais interrompu en Occident, et celui qui obtient la mimésis la plus parfaite, c'est le miroir. Le peintre l'imite. Même dans la littérature, Stendhal dira des siècles plus tard, le roman, c'est un miroir qui se promène sur les routes. Ce miroir, on le voit réapparaître en permanence dans la peinture comme un symbole de luxe, parce que ça coûte horriblement cher à l'époque à fabriquer, mais également de l'excellence du peintre, et peut-être aussi d'autres choses, d'un sentiment de l'espace nouveau. Encore une fois, la peinture, le réalisme illusionniste occidental, essaye de faire de la toile ou du panneau de bois ou de la feuille de papier à 2 dimensions une surface qui donne l'illusion d'une 3e dimension. Eh bien,
ce problème de l'espace, le miroir le résout admirablement. Et quand il n'y en a pas, eh ben on se sert d'une armure, comme ici dans ce magnifique tableau de Hay. Dans l'armure, vous voyez le reflet d'un des personnages, qui est le donateur, alors que l'autre personnage est Saint Georges. Ce miroir résout un problème qui aujourd'hui paraît un petit peu facile, qui est ce qu'on appelait le problème du paragone et de la comparaison des arts, où la peinture était jugée pendant très longtemps inférieure à la sculpture, parce qu'elle ne pouvait pas montrer l'envers des choses. Eh bien, grâce au miroir, oui, parce que vous pouvez représenter une femme de dos, si elle a un miroir devant elle, on pourra la voir de face également. Et c'est quelque chose qui s'est répété pendant des siècles et qui a été au centre même des réflexions picturales. Dans le tableau de Van Eyck des époux Arnolfini, le miroir a la place centrale. Mais dans ce miroir, si on regarde de très près le détail, on s'aperçoit que le peintre s'est lui-même représenté. Dans les célèbres Ménines de Velázquez, qui est un tableau tout aussi important pour l'histoire de l'art, on peut se demander longuement quel est le sujet du tableau, parce que le peintre, Velázquez lui-même, qui est au travail, qu'est-ce qu'il est en train de peindre, puisque nous sommes devant le tableau. Tout le monde regarde le spectateur, mais le spectateur ne peut pas être le sujet du tableau. Et la solution, elle est dans le fond, dans le miroir carré du fond, le roi et la reine sont vaguement représentés. Et en fait, ce qu'on comprend, si on réfléchit à la complexité de cette composition, c'est que ce que tout le monde regarde et qui se trouve à la place où nous autres spectateurs nous nous trouvons, c'est le roi et la reine que Velázquez est en train de peindre. À l'époque impressionniste, le problème reste entier. Si vous regardez ce tableau de Manet, le bar des Folies Bergères, on voit cette jeune femme qui s'appelait Suzon, qui était la barmaid, mais on voit les Folies Bergères derrière, et on ne comprend qu'au deuxième regard qu'en fait ce qu'on voit, c'est un miroir qui se trouve derrière la jeune femme, et qui nous permet de voir tout ce qui se passe, y compris ce monsieur à haute forme qui est en train de draguer la jeune et jolie barmaid. Le miroir permet une autre chose qui est une caractéristique de l'art occidental, qui est l'autoportrait. Sans miroir, vous ne faites pas d'autoportrait très exact et très précis. Alors, qu'il s'agisse de Dürer, de Van Gogh, de Vigier-Lebrun, c'est toujours la même chose, que montre parfaitement le tableau que l'on voit à droite. Le peintre se regarde dans un miroir et se peint, mais donc son regard fixe le spectateur, puisqu'il fixe le miroir pour étudier ses traits. En même temps, le tableau a acquis une caractéristique particulière, qui elle aussi est parfaitement et uniquement occidentale, c'est que c'est devenu un double de la fenêtre. Lorsqu'on voit, par exemple, dans ces deux œuvres, qui sont des trompe-l'œil purs et simples, c'est-à-dire que la pierre est fausse, que l'homme est dans une fenêtre, mais que le tableau lui-même donne l'illusion d'une fenêtre. Et dans celui de Faupas, c'est pareil. Le cadre construit une fausse architecture, mais le peintre a mis un rideau au premier plan qu'un petit ange doit écarter, comme si, encore une fois, il y avait une fenêtre et qu'on regardait une fenêtre. Un tableau, ça se place à la hauteur d'une fenêtre, c'est éclairé comme par une fenêtre, et ça ne fait en fait que multiplier les fenêtres de la pièce. Tout ça nous renvoie au problème de la fenêtre, qui, en Occident, elle était donc comme ça déjà, ou commençait à l'être à Pompéi, mais qui, à partir du Moyen-Âge, les fenêtres commencent à se garnir de verre. Auparavant, en Europe, elles étaient faites avec de la toile huilée en général, ou des produits de substitution. En Orient, on a utilisé des feuilles de mica ou des feuilles d'albâtre. Au Japon et en Chine, c'est en papier. Mais aucune fenêtre, à part en Occident, n'a jamais été véritablement en verre. Et le développement de la fenêtre en verre, qui est tellement présent aujourd'hui dans l'architecture qu'on n'y fait même plus attention, il vient encore une fois du verre lui-même qui a permis cette évolution.
Alors, petit à petit, ce verre a commencé à devenir omniprésent, naturellement. Et on s'est aperçu que, comme disait Corneille, si ça a de l'éclat, ça a aussi une terrible fragilité. Et à partir du XVIIe siècle, quand on commence à peindre des natures mortes, c'est le début de la nature morte dans l'histoire de l'art, eh ben, le verre change de rôle, et au lieu de signifier ce qu'il avait toujours fait, la virginité de Marie, et donc la pureté, ou la pureté des sentiments, ou la pureté morale, le verre va être, par sa fragilité, le symbole de la vie éphémère, et va faire partie de ce qu'on appelle les memento mori, c'est-à-dire souviens-toi que tu vas mourir. Et dans ce tableau de Philippe de Champaigne, le verre figure dans le sablier, on se sert du verre pour mesurer le temps, il figure dans ce contenant où il y a une tulipe, la tulipe va mourir, mais le verre va aussi se casser. Dans le tableau de Jérôme Bosch, le Jardin des plaisirs, que tout le monde probablement a en mémoire, ce qu'on voit rarement, c'est les volets fermés. Lorsque le tableau est refermé, c'est un triptyque, ce qu'on voit, c'est la Terre au 3e jour de la création, que Bosch a représenté comme une grosse boule de verre transparente. Mais à l'intérieur même du tableau, si on y fait attention, le verre est omniprésent. Et non pas, là encore, comme un symbole de pureté ou de perfection morale, mais comme un symbole d'enfermement. On est, le jardin des plaisirs, c'est les plaisirs qu'il ne faut pas avoir si on ne veut pas aller en enfer. La science, par exemple, est représentée comme un enfermement, avec cet homme qui scrute un rat. Les amoureux, dans leur bulle, sont isolés du reste du monde. Le verre, petit à petit, prend ce nouveau sens. Le miroir aussi, le miroir qui était la perfection, l'œil de Dieu, comme on disait, devient aussi lié à l'idée de vanité et devient petit à petit un symbole, encore une fois, de memento mori, comme dans cette Marie-Madeleine, comme dans cette vanité flamande, dans laquelle il y a un verre brisé. Le verre se brise, c'est ça que l'on remarque. Mais le verre aussi, si on peut-être il change de sens, c'est que, comme je disais, il devient omniprésent. Versailles est un showroom gigantesque dans lequel Colbert, qui vient de fonder la manufacture de verre, montre l'excellence des produits français et une excellence qu'on espère bien exporter à droite et à gauche. Le verre est au centre non seulement de la pièce grâce au grand lustre à Pampille qui le décore, mais il leur donne la symétrie. D'un côté, il y a les fenêtres, de l'autre côté, il y a les miroirs. Et tout repose sur cet équilibre du verre. Et cette formation, elle va se répandre du palais royal dans les maisons aristocrates, des maisons aristocratiques dans la bourgeoisie. Et petit à petit, de France dans tout le reste de l'Europe. La symétrie, la clarté, ça devient, alors il suffit de penser à un appartement haussmannien, tout est organisé autour du trumeau de la cheminée, avec d'un côté une enfilade de fenêtres, de l'autre côté un miroir ou des portes, et des tableaux pour compléter l'ensemble. Et au milieu, le fameux lustre en verre qui donne son sens à toute la pièce. Alors, il est partout, on peut en tirer des plaisirs, comme dans le pot de café de Chardin. Il est dans les sciences de plus en plus, parce qu'on ne peut pas imaginer le développement des sciences du XVIIe siècle. Il faut imaginer que l'Europe, avant le XVIIe siècle, est très en retard sur la Chine et l'Inde en matière scientifique. Ce qui fait la différence, qui nous permet d'approcher l'infiniment petit, si je puis dire, c'est le microscope qui ne peut pas exister sans le verre. C'est en astronomie le télescope qui ne peut pas exister sans des lentilles en verre qui nous permet de voir le très très grand. Et c'est tous les domaines de la chimie, mais pensez même au niveau AO, tout ce qui est scientifique a besoin du verre pour exister. Au XIXe siècle, on est arrivé à peu près la mimésis parfaite. C'est-à-dire que
fort de tous ces exemples, de tout ce savoir, comme on peut le voir ici dans ce tableau de Ingres, on arrive à tout représenter avec perfection, avec une illusion de réalité totale, avec un miroir dans le fond pour agrandir encore l'espace et le sentiment de profondeur. Mais à l'époque où Ingres peint ce tableau, il y a deux choses qui sont en train de se passer. Un, on a inventé la photographie, et la photographie va beaucoup plus vite que le peintre et représente une image du monde beaucoup plus exacte, à moindre frais. Et deux, le colonialisme se développant, des choses nous arrivent des quatre coins de la planète qui contredisent notre esthétique traditionnelle. Si on prend le portrait de Van Gogh, un des grands peintres de la rupture, ce portrait du père Tanguy, il est couvert d'estampes d'Hiroshige que collectionnait Van Gogh et qui montrait une autre voie dans laquelle la perspective n'avait aucun rôle, dans laquelle la profondeur n'avait pas de rôle et dans laquelle la fameuse mimésis fantastique, le réalisme illusionniste, n'avait plus de rôle à jouer. L'impressionnisme, ici je vous ai mis le tableau le plus célèbre, Impression Soleil levant de Bonnet, oui, bien sûr, il y a une profondeur du lac, etc. Ça n'a plus de sens. On cherche autre chose, on cherche des impressions, on cherche autre chose que ce rendu fidèle de la réalité. Dans ces trois études de Mondrian, on voit l'évolution de Mondrian qui passe d'une sorte de néo-impressionnisme classique à quelque chose de plus fauve et de plus construit, à quasiment l'abstraction dans la dernière, alors qu'il s'agit 3 fois de la représentation d'un arbre. Ce passage graduel montre le déclin du réalisme illusionniste tel qu'il était pratiqué, et d'une certaine façon, j'allais dire la fin de l'âge du verre, parce que le verre est devenu tellement omniprésent dans les ordinateurs, enfin on se parle d'aujourd'hui, dans les lumières, dans le moindre objet qu'on a dans nos téléphones, dans le fait que on ait pu inventer, grâce aux ampoules d'Edison, la reproduction du son, la reproduction de l'image, etc. Tout, encore une fois, est passé par le verre. Mais du coup, l'art s'en sépare petit à petit, et s'il y a une date de naissance pour cette culture artistique du verre qui est grosso modo le Moyen-Âge, la fin disons l'époque gothique, il y a une date de décès. Et comme par hasard, l'œuvre qui marque le décès de cette culture de la mimésis, c'est une œuvre de Duchamp, qui s'appelle Le Grand Verre. La mariée mise à nu par ses célibataires même, mais qu'on appelle communément le grand verre. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on ne sait pas si c'est une peinture ou une sculpture. Elle est transparente, il y a des choses peintes dessus, donc ça se rapprocherait du vitrail ou de la peinture, mais en même temps, elle est posée au milieu d'une pièce, comme seule une sculpture peut le faire, et on peut tourner autour et la voir sous différents angles. Cette œuvre est peut-être une sorte de parodie précisément du vitrail, de la Vierge Marie, puisque la mariée mise à nu, etc., c'est aussi l'histoire d'une Vierge qui se fait déflorer, ce qui est le contraire naturellement de l'histoire de la Vierge, mais on a l'impression que Duchamp a voulu faire un cours d'histoire de l'art inversé avec cette œuvre fondamentale pour le XXe et le XXIe siècle, un cours d'histoire de l'art inversé dans lequel il reprenait tous les anciens motifs, tous les anciens thèmes, toutes les anciennes percées, et qu'il s'en moquait ou qu'il les réduisait à néant ou qu'il en faisait autre chose. Et après cette époque, oui, quelque chose a changé. Alors on peut dire que c'est aussi la guerre de cette peinture a été commencée pendant la guerre de 14 et ça s'arrête juste après. C'est la fin de l'Europe, c'est la fin de l'hégémonie de l'Europe, c'est la fin d'un certain modèle culturel et d'une certaine façon, oui, c'est la fin d'un
de ce que j'appelle l'âge du verre. Magritte aussi, à sa façon, l'a représenté, la clé des champs, la fenêtre se brise et on peut accéder directement à la nature. Mais là encore, c'est un jeu de référence à cette peinture illusionniste, c'est-à-dire que les tableaux, si vous voulez, c'est un tableau, ce n'est pas une vraie nature, et tout ça existe encore dans le verre qu'on voit brisé par terre. Le verre n'est plus transparent. Et c'est ce grand changement qui fait qu'aujourd'hui le verre a changé de statut, mais que peut-être, c'est là-dessus finalement, que je voulais attirer l'attention, peut-être qu'on ne le voit plus, ou qu'on ne le connaît plus, et qu'on méconnaît, par sa trop grande omniprésence, le rôle capital qu'il a joué dans notre culture.